Salut à tous les amis, ici c'est Jack de Prélude, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Travailler la scène, une série de vidéos où on vous partage conseils, astuces, expériences autour de la photographie de rue sur le terrain, on se rend dans la capitale espagnole, j'ai nommé Madrid. Madrid, vous allez le voir, c'est une ville qui déborde d'énergie. Pourtant, elle n'est pas toujours en haut des classements des villes les plus propices, supposément, à la pratique de la street photo. Nous, on y a trouvé vraiment une ville bouillonnante, comme beaucoup de capitales européennes, il faut le dire. Mais on s'y est rendu en octobre, et peut-être qu'on n'avait pas eu trop de nez avec Carolina, parce que, vous vous en doutez, on n'a pas toujours eu des conditions climatiques idéales. On a eu du soleil, certes, mais on a eu aussi beaucoup de pluie, et des temps couverts, et on a été frustrés. Alors comment justement nous, photographes de rue, pouvons gérer ce type de frustration? Comment faire pour libérer cette créativité quand les conditions lumineuses ne sont pas au rendez-vous, quand on a beaucoup de variations dans une même journée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand nous avons décidé de venir à Madrid, ce qui nous séduisait particulièrement, c'était cette lumière si caractéristique de la ville, que nous avions découverte à travers le travail de photographes madrilènes. Une lumière dorée, à la fois douce et intense, qui inonde certaines avenues au petit matin, sculptant des ombres marquées sur les bâtiments et sublimant les passants en les révélant parfois dans des jeux d'obscurité. C'est un type de lumière fascinant, vraiment ludique, qui invite à expérimenter. Et au cours de nos 5 jours sur place, nous avons eu effectivement la chance de capturer cette atmosphère magique à certains moments. Mais la météo capricieuse nous a aussi réservé son lot de surprises. Des journées souvent nuageuses, parfois même pluvieuses, qui ont chamboulé nos attentes et, je dois l'avouer, éveillé une bonne dose de frustration. Pourtant, c'est là que réside toute la richesse de la photographie de rue. Apprendre à s'adapter. Ces conditions, bien que déconcertantes sur le moment, se sont finalement révélées être de véritables alliés, offrant des opportunités créatives que nous n'aurions sans doute pas envisagées autrement. Car en photographie de rue, on apprend vite à se plier aux conditions de lumière disponibles. Par exemple, un ciel gris et nuageux va offrir une lumière douce et diffuse, idéale pour le noir et blanc. Avec cette lumière tamisée, les textures, les ombres, les contrastes aussi ressortent davantage. Sans la distraction des couleurs, il devient ainsi plus facile de jouer avec les formes et les lignes, de capter l'essence même d'une scène. Et c'est là au fond que réside la beauté de la street photo. Chaque instant peut être vu, capturé de 1000 manières différentes selon l'éclairage du moment. La météo nous dicte la tonalité de l'image, et c'est cette flexibilité, cette capacité à transformer en défi les opportunités créatives qui a enrichi notre pratique. Le noir et blanc, on dit souvent que ça permet de se concentrer sur l'essentiel de l'image. Et c'est vrai, sans la couleur, plus de distraction. On est directement plongé dans les formes, les lignes, les ombres, les textures, bref, tout ce qui fait la base d'une bonne photo. Dans la rue, ça change tout. Par exemple, à Madrid, l'architecture brute, les murs texturés, les pavés, tout devient un terrain de jeu pour jouer avec les contrastes. Un simple coin de rue peut se transformer en une composition graphique hyper forte, presque abstraite. Le noir et blanc, c'est aussi une autre façon de penser la lumière. On oublie les couleurs chaudes ou froides, et on se concentre sur comment la lumière sculpte les formes et crée des contrastes. Ça donne des images beaucoup plus directes, avec une vraie atmosphère. Au final, ce n'est pas juste une question de retirer la couleur, c'est une manière de voir la scène autrement, de se focaliser sur l'essentiel et d'amplifier l'émotion qu'on veut transmettre. A l'inverse, quand le ciel est dégagé et que la lumière devient plus directe, par exemple en plein après-midi ou vers le coucher du soleil, là la couleur prend vraiment tout son sens, devenant un outil très puissant pour transmettre l'énergie de la rue. Les façades ensoleillées, la vie qui bouillonne sur les marchés, les gens dans les cafés. Car la couleur, ça raconte une histoire de manière instantanée. Ça donne une chaleur, une intensité qu'on ne pourrait pas forcément retransmettre en monochrome. C'est comme si elle ajoutait une couche d'émotion en plus, de certitude, là où le noir et blanc suggérera davantage. La couleur est ainsi une richesse. Les nuances chaudes du soleil couchant, le rouge et le jaune des façades typiques de Madrid, ou encore la palette des vêtements des passants. Chaque détail coloré apporte de la vie à l'image et raconte une histoire qui résonne immédiatement avec l'émotion du spectateur. Capturer un moment unique à travers les couleurs, qu'elles soient éclatantes et saturées ou douces et subtiles, est à coup sûr un art en soi. Mais attention, le noir et blanc et la couleur ne sont pas des opposés, bien au contraire. À mon sens, ils se complètent. Le noir et blanc vous oblige à regarder au-delà de la couleur, à explorer la composition, les textures, les contrastes, tandis que la couleur enrichit l'image. Elle ajoute une dimension émotionnelle et narrative. Ensemble, ces deux approches racontent la même histoire, mais chacune à sa manière, avec ses propres codes, sa propre puissance. La photographie de rue, c'est tout ça. C'est un défi constant pour capturer la lumière, pour jouer avec les conditions qui nous entourent et surtout sortir de sa zone de confort pour découvrir le monde, pour regarder le monde avec un œil nouveau, un œil différent.
Alors, parlons un peu de technique, car la créativité, ça ne réside pas uniquement dans la composition ou le moment parfait que l'on capture, c'est aussi une affaire d'outils, les outils que l'on utilise. Et là, je voudrais vous parler des appareils Fujifilm que je possède et d'une fonctionnalité que j'adore, qui est les simulations de film. Les simulations de film, je l'avais déjà brièvement mentionné lors de notre vidéo précédente, tournée à Naples, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aujourd'hui dans ma pratique. Alors avant de commencer, je souhaitais quand même éclaircir un point. Je vous promets que c'est pas une collaboration avec la marque Fuji, même si j'aimerais bien, mais c'est tellement important pour moi ces simulations, comme vous allez le voir, ces simulations de film, que je ne pouvais pas manquer l'opportunité de vous en parler. Ce qui est stimulant avec ces simulations, c'est qu'elles vous permettent d'appliquer des effets de film super spécifiques, de célèbres pellicules de Fujifilm qui ont fait leurs preuves, en couleur ou en noir et blanc, directement sur l'appareil et sans avoir à passer par la case retouche ou presque en post-production. En gros, en fonction de l'ambiance que je veux donner à la scène, je peux choisir un mode qui va apporter une texture, une tonalité, ou juste une ambiance particulière à mes photos. Et tout ça en temps réel. Je peux de plus retravailler ces simulations en venant agir sur certains curseurs selon mes goûts et sauvegarder le tout comme une simulation personnalisée. Une option que j'ai découverte à Madrid, c'est la possibilité de créer jusqu'à 3 versions d'une même scène, ce qui est pas mal lorsqu'on doute beaucoup sur le rendu que l'on souhaite et que l'on désire pour le coup se laisser une marge de manœuvre plus importante à l'édition. Et contrairement à, je ne sais pas moi, les filtres Instagram par exemple, les simulations de pellicules chez Fujifilm ne sont pas des filtres qui s'appliquent simplement sur une photo. Selon le rendu de la simulation, les données seront traitées différemment par le processeur intégré de l'appareil afin de recréer un rendu analogique. Les images finies d'une simulation de pellicule sont ainsi plus ou moins équivalentes au résultat d'une retouche ultérieure. Personnellement, dans mon travail street, j'apprécie de plus en plus de travailler directement en JPEG, car cela me permet de retrouver une sensation plus proche de la pratique argentique, presque comme si j'avais déjà développé la photo. Mais ces simulations peuvent également être appliquées a posteriori sur les fichiers RAW. Ainsi, même après la prise de vue, on peut récupérer le film dans un logiciel comme Lightroom en post-production. Cela permet de reproduire fidèlement les rendus des films argentiques, tout en offrant la flexibilité de travailler sur les données brutes du capteur. Et sur le terrain, concrètement, comment cela se passe, me direz-vous ? Eh bien, imaginez par exemple que je me retrouve dans la rue sous un ciel bleu éclatant, et que je veuille vraiment capturer l'énergie du moment. Je vais passer par exemple en mode Velvia, qui donne des couleurs super saturées et des contrastes très marqués. C'est parfait pour une scène vivante en couleurs. Mais si je veux un truc plus intemporel, un peu plus dramatique, je vais changer pour le mode noir et blanc. Le mode noir et blanc Acros notamment, que j'apprécie particulièrement, qui va faire ressortir les détails et les textures de manière vraiment nette, tout en supprimant la distraction de la couleur. Et le mieux dans tout ça, c'est que je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit en post-prod, ou très peu, tout ou presque est déjà fait dans l'appareil. C'est un gain de temps énorme pour moi, et ça me donne une vraie liberté créative. Pour moi, cette pratique s'est vraiment développée quand je suis passé du réflexe à l'hybride. La possibilité de voir dans mon capteur le rendu des lumières, des ombres, des textures sur la photo est un gain de temps considérable. Et de plus, à mon sens, c'est aussi une manière d'être plus connecté avec ce que j'ai devant moi. Et aujourd'hui, mon capteur est ainsi devenu un prolongement de mon regard. Et pour ceux qui n'ont pas de Fujifilm, ce n'est pas un souci. Les autres fabricants offrent généralement des modes noir et blanc ou couleur intégrés. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez un appareil d'une autre marque et que c'est une fonction que vous utilisez, comment ça aide votre vision. Un autre point crucial en photographie de rue, c'est que parfois, ce que l'on considère comme une erreur peut se transformer en une opportunité créative. On a souvent tendance à se focaliser sur l'idée de perfection, comme si une image se devait d'être parfaite. Mais cette idée me semble un peu étrange, car la beauté, l'intérêt aussi d'une photographie réside, à mon sens, dans l'imprévu, dans ces moments où la technique échoue. Prenons l'exemple d'une photo floue. En général, on pourrait la jeter sans hésiter, car la netteté est souvent considérée comme l'un des piliers d'une bonne photo. À ce propos, ne supprimez jamais une photo sur le moment, même si elle vous paraît ratée. Surtout si elle vous paraît ratée. Parce que dans certains cas, cette imperfection peut ajouter un côté poétique à l'image, à une série, et lui donner un sens. Un flou artistique, un mouvement involontaire, peuvent en réalité donner plus de dynamisme à la scène, créant une sensation de mouvement et d'émotion, comme si la photo racontait une histoire vivante. En street photo, on ne le dira jamais assez. Chaque instant est éphémère. Il est impossible de tout saisir parfaitement. Alors, lorsque le mouvement, le flou ou l'instabilité viennent perturber une photo, cela peut en réalité nous permettre d'embrasser une autre vision de la scène. Ce qui peut être perçu comme une erreur technique devient alors une véritable opportunité d'explorer un style plus personnel, un style qui capte l'essence même de l'instant plutôt que sa précision clinique. Et c'est souvent dans le flou, dans la lumière ratée, dans les mouvements non contrôlés que réside une beauté inattendue.
Cela nous permet de s'aventurer dans des styles plus expérimentaux, plus personnels, au-delà des règles établies. Ces erreurs ne sont pas des échecs, elles ouvrent de nouvelles possibilités. Ces distorsions peuvent devenir des éléments visuels avec lesquels raconter quelque chose de plus profond. L'imperfection en photographie, loin d'être une faiblesse, est une richesse, un véritable manifeste politique dans un monde soumis aux injonctions. Alors embrassez-la, car elle libère l'expression, nous invite à dépasser les règles supposées et, surtout, à faire de l'erreur un tremplin vers des explorations inattendues. Un autre choix que j'ai fait lors de ce séjour à Madrid, comme je l'avais fait à Naples précédemment, c'est d'utiliser le format carré, qui me permet de revenir à une approche plus simple, plus épurée. C'est un format que j'ai commencé à utiliser il y a quelques années, lors de l'épidémie de Covid, dans mon travail tout d'abord personnel, documentaire, dans les zones rurales. Aujourd'hui, je l'utilise de plus en plus en photographie de rue, car ça me force même à penser différemment mon cadrage, ma composition, à la manière dont je vais organiser l'image. Même si, avec l'avènement des smartphones, les choses ont un peu changé, le format classique de la photographie de rue reste aujourd'hui le 3,5, héritage des pellicules 24-36 de la photographie argentique. Ce format, assez flexible, convient parfaitement aux scènes larges, capturant davantage de mouvements et de détails. A l'inverse, le format carré impose une contrainte, et c'est précisément cette contrainte qui me séduit, car elle force à concentrer mon attention ainsi que celle du spectateur en éliminant les distractions latérales. Dans un cadre carré, chaque élément doit être disposé avec soin, car il n'y a pas de place pour les zones mortes. Le format carré me permet ainsi d'isoler davantage un sujet, de le mettre en valeur sans qu'il soit noyé par son environnement. Avec moins de place pour les éléments superflus, on revient à l'essentiel, ce qui donne à l'image une force et une intensité accrues. Cette visée de l'essentiel, comme je l'appelle, est ce qui nourrit aujourd'hui ma réflexion sur le temps long. Ce cadrage plus rigide transforme chaque photo en une étude visuelle, où l'équilibre entre les éléments devient crucial. Parfois, il suffit d'un geste, d'un regard, d'un détail dans la rue. Le format carré me permet de concentrer toute l'attention là-dessus, sans aucune distraction. Le format carré évoque un peu une sensation de nostalgie chez moi, nourrie de photos anciennes, comme si l'image était figée dans une autre époque. C'est un format qui est souvent associé aux anciennes images de portraits ou aux premières photos de street photographie des années 50 et 60. Utiliser ce format aujourd'hui me permet de créer une sorte de décalage temporel. Même en capturant une scène contemporaine, je peux donner l'impression que cette photo pourrait appartenir à un autre temps, à une époque révolue. Ce côté intemporel renforce cette idée, trompeuse il est vrai, de l'éternité du moment photographié. Dans une ville comme Madrid, tumultueuse, le format carré permet de figer une portion réduite de cette effervescence, de manière calme et réfléchie, comme un symbole. C'est un peu comme si, en réduisant le cadre, on pouvait capturer l'essence d'un moment avec plus de force, mais aussi plus de simplicité. Finalement, le format carré me permet de donner une nouvelle manière de voir et de raconter les histoires de la rue. Ce n'est pas un format qui cherche à capturer l'ampleur d'un environnement, mais davantage à isoler ce qui est significatif, ce qui fait le cœur d'un instant. C'est une contrainte, certes, mais une contrainte qui ouvre un nouveau champ de possibilités créatives. Madrid la nuit, un univers à part. À mesure que le soleil disparaît, la ville se transforme, révélant un tout autre visage. Les grandes artères, encadrées par toute une série d'immeubles à l'architecture néoclassique, deviennent le théâtre d'un jeu incessant entre ombre et lumière. Les néons éclatants, les vitrines illuminées, les écrans publicitaires, tous diffusent une lumière artificielle qui métamorphose la rue jusqu'à saturation. Capturer cette atmosphère nocturne, c'est permettre de voir cette ville sous un jour nouveau, ou plutôt une nuit nouvelle, tumultueuse, chaotique. J'ai cherché ici à renouveler mon regard, à expérimenter une esthétique plus graphique, parfois abstraite, toujours en noir et blanc. Cela s'est notamment traduit par une mini-série au format vertical, où j'ai photographié les passants en contre-plongée, de très près, souvent flous, éclairés par les grandes antennes lumineuses. J'ai utilisé la verticalité pour les encadrer ou les intégrer dans des lignes dominantes pour renforcer la composition. Ces clichés mettent en lumière la verticalité des grandes avenues de Madrid, ce caractère ascensionnel qui semble gravé dans l'identité de la ville, à l'image de cette phrase répétée à l'envi, de Madrid al cielo, de Madrid au ciel. Dans ces mêmes lieux, j'ai parfois actionné l'appareil en rafale, utilisant les écrans lumineux comme une toile de fond abîmée, manipulant les effets de flickering et fragmentant ces figures devenues presque mortifères. Je cherchais à capter le tumulte de la ville, mais cette fois à l'horizontale, jusqu'à ce que l'écœurement visuel m'envahisse. Cette approche, influencée par des photographes tels que Daido Moriyama ou William Klein, m'a poussé vers un style brut, où flou, contraste extrême et une esthétique quasi viscérale se mêlent.
Tout en pratiquant une photographie du laisser-aller, photographier la nuit dans ces conditions m'a demandé de manœuvrer certains aspects techniques précis. La faible luminosité oblige à jongler avec des paramètres tels qu'une sensibilité ISO élevée pour capter la lumière, une large ouverture pour isoler le sujet, ou encore une vitesse d'obturation ajustée pour capturer l'instant sans un flou non voulu, excessif. Cependant, j'ai parfois choisi d'embrasser à nouveau ces imperfections. Mouvements flous, bruit numérique, comme une partie intégrante de mon esthétique nocturne. Ces erreurs renforcent là encore ce caractère spontané et imprévisible de la photographie de rue, comme elle est ici pensée. Car la nuit, chaque source de lumière prend des airs de protagoniste, les phares des voitures, les reflets dans les vitrines, ou encore les ombres projetées par les passants. Ces éclats lumineux orchestrent un jeu incessant entre lumière et obscurité, un équilibre précaire qui insuffle une dimension cinématographique à certaines images. Un effet amplifié à mes yeux par l'utilisation d'un noir et blanc accentué, qui confère à chaque scène une intensité presque palpable, comme un fragment suspendu entre rêve et réalité. Madrid la nuit est ainsi pour l'espace d'un instant devenue notre ville, presque irréelle, un défi technique, mais surtout une immense liberté créative. Que ce soit en noir et blanc, en couleur ou en jouant avec les lumières de la nuit, vous l'aurez compris, chaque approche raconte une histoire unique, différente l'une de l'autre. La photographie, au final, la photographie de rue, je parle, ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'état d'esprit. Voilà les thèmes dont nous allons parler lors de notre prochain workshop à Madrid, début mai. Comme toujours, toutes les infos sur ce stage sont à retrouver en description de la vidéo et sur notre site internet. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ou même si vous avez des commentaires constructifs à nous donner sur la vidéo, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt.